Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Sarah Daniel, bonjour. Bonjour. Journaliste, grand reporter au Nouvel Obs et spécialiste du Moyen-Orient, vous avez notamment couvert l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, l'Iran ou le Liban. Vous étiez encore il y a à peine un mois. De ces reportages de guerre en terre d'islam, vous avez tiré de nombreux livres, dont Voyage au pays d'Al-Qaïda, Guerres intimes ou La putain du califat. Et d'abord, puisque c'est le principe de l'émission, Sarah Daniel, un mot sur votre parcours. Pourquoi avoir choisi de devenir journaliste ? C'est une vocation ou c'est l'héritage de votre père, Jean Daniel ? Vous savez, c'est toujours difficile de répondre à ces Et questions. peut-être de votre mère aussi, hein ? Et peut-être de ma mère qui était photographe. Oui, c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Je suis née dans le journalisme. Pour moi, aller au journal, ça voulait dire aller travailler. Oui, parce que vous étiez dans le journal de votre père. Hein ? Oui, et puis surtout, depuis que je suis toute petite, je le voyais vivre à travers ce journal. Donc, mes souvenirs qui ont suscité ma vocation, je les verrais plus remonter à la chute de l'Empire soviétique. Ouais. Parce que je voyais un moment d'histoire extraordinaire, j'avais vraiment envie d'aller sur place. Donc à la fin des années 80. Oui, et voilà. Donc, mais bon, on ne peut pas nier le fait aussi que j'ai rencontré tout un tas de gens passionnants, qu'il y avait tous les dîners familiaux étaient remplis de débats, d'invectives, mais des constructives. Des dîners familiaux ou des dîners amicaux avec des politiques de premier plan ? Non, c'était des dîners amicaux. Mais bon, c'était au sein de la famille. C'était, si vous voulez, tous les week-ends, il y avait en effet des gens, des politiques, mais aussi des artistes. Des metteurs en scène, voilà, on avait un peu... Oui, parce que votre père, c'était un journaliste, un homme de culture, un écrivain. Oui, puis il animait une rédaction, donc il fréquentait tout un tas de gens. Il y avait même des couturiers, il y avait des musiciens, beaucoup de musiciens, parce qu'on adorait la musique classique à la maison. Et voilà, donc je pense que oui, ça a suscité aussi ma vocation. Il vous parlait de l'Algérie, votre père ? Il en parlait pas tellement, ou peut-être moi, j'étais pas assez curieuse à ce moment-là. Il en parlait pas énormément. Il a écrit un livre de souvenirs sur son enfance au sein de cette grande fratrie, parce qu'il avait 10 frères et sœurs. Et voilà, mais pas plus. Et de son judaïsme ? De son judaïsme, il a écrit des livres. Ouais. Il a écrit des livres là-dessus. Mais est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on dit en famille ? Oui, alors... il était très rétif à tout ce qui était religiosité. Mais bon, on sait que ça suffit pas à définir un juif. Hein. Donc voilà, mais autrement, il était plus dans la lignée de ces juifs qui veulent s'intégrer, qui veulent vraiment faire partie de la République française, pour lequel c'est très très important. Donc c'est beaucoup les juifs d'Algérie d'ailleurs. Hein. C'est la particularité des juifs d'Algérie. Mais on reparlera de votre père un peu plus tard. D'abord, votre parcours, donc vous êtes journaliste, mais pourquoi avoir choisi de devenir reporter de guerre ? Pourquoi ? Là aussi, je suis un peu... Bon, j'ai toujours aimé l'aventure, mais je suis aussi un peu tombée dedans. C'est-à-dire que j'avais été correspondante aux États-Unis, et puis le 11 septembre... Et bien après, quand je suis revenue en France, le 11 septembre est arrivé, et donc très vite, j'ai commencé à suivre l'Afghanistan, puis être... correspondant de 3 ans en Irak. Enfin, voilà, donc c'est un peu les choses la situation qui a précipité ma vocation. Alors, il y a le 11 septembre, mais quel est le mécanisme qui pousse quelqu'un, une journaliste comme vous, qui vous a poussé à aller sur ces terrains de guerre ? Pourquoi avoir choisi ça ? Parce que certains se disent, mais elle est folle. Une femme dans ces pays qui a risqué sa vie tous les jours. Écoutez, moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant. J'ai toujours trouvé que c'était l'endroit où il fallait être. Voilà, c'était un mélange j'ai toujours aimé d'histoire et d'aventure. C'est des moments de liberté aussi, où les règles ne s'appliquent plus. C'est les moments où on voit les gens à nu et on fait des très belles rencontres. Donc, ce n'était pas tellement pour sentir le vent du boulet ou voir les bombes qui tombaient, mais c'est parce que c'est des moments d'exception où aussi, je trouve, où les gens se révèlent particulièrement. Parce qu'une femme reporter de guerre, dans des pays où non seulement les droits de l'homme ne sont pas respectés, ces pays en terre d'islam, mais où la femme est considérée comme un sous-homme. Ça change quoi dans le travail au quotidien ?
Alors, la première fois que j'ai fait ce genre de voyage, c'était en Afghanistan. Mmh. Et mes collègues, quand j'étais au Tadjikistan, en train de Donc au début des années 2000, hein. au début des années 2000, quand j'étais en train de me préparer Après pour, la mort de de Massoud, oui, et juste avant Enfin, la chute, l'assassinat de et Massoud. juste avant donc la chute des talibans. Et donc à ce moment-là, quand je m'apprêtais à franchir la frontière, mes collègues masculins qui revenaient au Tadjikistan, parce que ça a duré longtemps avant que me disaient mais c'est impossible, et surtout pour une femme, il y a aucune, il y a pas d'hygiène, et c'est vrai que c'était des conditions difficiles, mais enfin finalement on s'en sort pas plus mal que les hommes. Alors, alors, on s'en sort pas plus mal que les autres, mais il y a des journées qui s'en sont sortis beaucoup plus mal que vous. Hein. 11 novembre 2001, alors que les talibans vivent leurs derniers jours à Kaboul, ils prennent pour cible et exécutent 3 journalistes, parmi eux 2 de vos amis. Johanna Sutton, journaliste à RFI, et Rémi Buyot, lui était Et journaliste Pierre Biot, ouais. Pierre Billot, RTL. pourquoi j'ai Jérémy Pierre Billot, journaliste à RTL. Et ça vous place, je crois, à ce moment-là, dans un choix, continuer ou renoncer. Et vous décidez de continuer votre travail de reporter de guerre. Pourquoi? Euh, Écoutez, déjà, on était au milieu du Mais pays. c'était vos amis, hein. C'est un Oui, choc. on voyageait C'est un avec choc. eux, oui, on voyageait avec eux, on partageait notre chambre avec eux, donc c'est vraiment, c'était à la fois mon premier reportage de guerre et puis le plus tragique, parce qu'en effet, j'ai perdu ces 2 amis-là, on était oui, sur la ligne de front, et moi je suis rentrée pour écrire mon papier, eux ils ont continué, mais évidemment on se dit dans ces cas-là que... Se répète-moi. Oui, bien sûr. Alors, il y avait une volonté de continuer un voyage aussi qu'ils avaient fait. Et puis, pour tout vous dire, pratiquement, j'étais au milieu du pays. On peut pas, il y a évidemment Donc ni... il fallait... Non, mais il n'y a ni avion, ni même route. En Mm. fait, les routes, c'est des lits de rivières chaotiques. Si j'avais dû rebrousser chemin, je ne sais pas combien de temps, ça m'aurait pris 4 jours. Mm. Donc voilà, après, on se dit que... Et puis, on est lancé dans l'aventure, évidemment. On a envie de voir la chute du régime. On a envie de voir Kaboul, parce que nous, on était à la périphérie de l'Afghanistan. On est emporté là-dedans, et c'est évident que ce que racontent tous mes collègues est vrai. Il y a une sorte d'adrénaline. On n'a plus conscience du danger, autrement on le ferait pas, évidemment. Mm. Et voilà, la suite. Mais oui, je me souviendrai toujours. Mm. Et à tous mes reportages de guerre, je me souviens de ce moment où on décide de continuer, des arbitrages qu'on peut faire. J'ai vraiment conscience du danger qui m'accompagne. Et alors, quand on perd 2 amis comme ça, assassinés par les talibans, est-ce que l'on ne garde pas ensuite en soi un sentiment de vouloir les venger, un sentiment de vengeance, d'une manière ou d'une autre? Non, enfin, je dois dire que non, parce que voilà, on est d'un côté de la guerre, ça aurait pu être l'autre. Ils sont montés sur un char. Les talibans ont répliqué, mais c'était pas forcément dirigé contre eux spécifiququement. Vous voyez, on dit souvent que les journalistes sont visés. C'est le cas parfois dans certains conflits, mais là, je pense pas que c'était le cas. Donc, si vous voulez, j'ai pas une admiration profonde pour les talibans, j'ai peut-être une détestation particulière. Surtout, on voit en ce moment qu'ils sont en train de fermer de plus en plus leur régime, et que ça devient... Et alors qu'on avait parlé de talibans modérés, hein, quand Oui, ils non, sont mais arrivés ça, au pouvoir. personne... Enfin, ceux qui ont travaillé un peu sur ces questions, ça les faisait rire jaune, quoi. Ouais. C'est vraiment une propagande pathétique venant des Américains pour justifier leur retrait. Et puis enrobé par le Qatar, qui disait oui, les talibans ont beaucoup changé. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des études, mais ces études finalement et cette culture a été mise au service de leur intégrisme. Donc après ce mois de novembre 2001, enfin après 2001, vous effectuez une dizaine de voyages entre mars 2003 et début 2006, et vous découvrez, ou vous continuez à découvrir, la barbarie islamiste. C'est quoi cette barbarie islamiste? Si vous voulez, notamment, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment basée en Irak, faire des voyages très très longs en Irak. Il y avait tout un tas de choses. Il y avait la montée en puissance dans ce pays du salafisme. Et à Fallujah, notamment, il y a des gens qui m'ont expliqué en plus que la France était prise vraiment à partie et était dans le viseur à cause de toutes nos lois sur le voile. Donc je savais que voilà, la France, de son rôle particulier... Et qui continue à l'être, quelque part. Qui continue à l'être aujourd'hui? Ouais. Ah mais absolument. Non, mais je veux dire que ça date pas Oui, d'hier, en fait. c'est Et pas, qu'on voyait ça, c'est pas et que récent. vous arrivez dans ce qui était quand même une toute petite ville, un tout petit antre d'Al-Qaïda, et on vous parle spécifiquement de la mosquée de Lyon, et c'est quand même assez surprenant. Et alors, justement, puisque vous parlez de ça, donc vous avez vécu ça de près, hein, la France cible de ces islamistes, quand en 2024, on nous dit ici en France, hein, les politiques, le voile, pourquoi pas? C'est la liberté des femmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Pour moi, le voile, depuis la révolution iranienne de 79, c'est très clair que c'est un étendard, que c'est le slogan publicitaire d'une révolution islamique rétrograde, et que j'ai tellement d'amis partout qui luttent contre cet affermissement, évidemment c'est pas un foulard anodin, et C'est pas le symbole de la liberté de la femme. mais ça peut jamais être le symbole de la liberté de la femme. Ou alors, pour certaines personnes qui sont vraiment très woke, et qui tout d'un coup décident que voilà, ça va être un fichu, et qui affirment leur liberté, parce qu'évidemment, les choses ont évolué. Si vous voulez, c'est les deux équations de Olivier Roy et de Gilles Kepel, l'islamisation de la révolte, enfin de la radicalité, et la radicalité et de l'islam aussi. Donc il y a des gens aussi qui l'utilisent comme symbole pour dire, et c'est ce qu'on voit maintenant depuis le 7 octobre, qui commencent à dire qui ont maille à partir avec l'Occident et la démocratie, et qui font voilà, de ça un peu le symbole de leur révolte et de leur lutte. Donc ça existe aussi, mais c'est à la marge. Et quand on revient de ces pays-là, quand on vient de l'Afghanistan, quand on vient de l'Irak, quand on vient du Pakistan, et qu'on voit le joug particulier sur les femmes de l'islamisme et même de l'islam, on peut plus dire ça. Il faut MeToo. Il devrait aussi y avoir un MeToo pour le Proche et le Moyen-Orient, qui pourrait se concrétiser comment, ce MeToo pour le Moyen-Orient? En prenant en compte le fait que la situation des femmes est particulièrement déplorable dans ces pays-là. Et là, on mélange tout, et du coup, on essaye de mettre ça sous le tapis comme grand nombre de sujets. Moi, quand j'ai écrit mon livre « La putain du califat », qui décrivait les conditions de vie pendant 2 ans d'une esclave sexuelle aux mains de Daesh, il y a un certain nombre de journaux qui m'ont dit « Oh non, on veut pas en entendre parler ». Voilà, et on sentait qu'il y avait aussi la volonté de ne pas jeter l'opprobre sur une certaine catégorie de la population. Rejeter l'opprobre sur une certaine catégorie de la population, ou avoir peur des réactions? Les deux. Hein? Les deux, bien sûr. Charlie Hebdo est dans tous les esprits. Oui, et puis personne n'a mis, par exemple, dans la devanture de Grasset, il n'y avait pas mon livre. Ah oui. Et bon, bien sûr, bien sûr que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Alors, tout le monde a peur. Au retour à votre métier de reporter de guerre, on s'habitue à toutes ces images de mort et de barbarie au fil des jours, des semaines, des mois et des années? Évidemment qu'on se fait une carapace, évidemment qu'on s'habitue, et puis jusqu'au moment où on ne s'habitue plus. Quand j'étais à Fallujah et que j'ai vu des gens de la population dépecer les 4 Américains de la société américaine Blackwater. Ouais, de Blackwater. Donc, vous avez vu la scène, lynché par la foule. Je l'ai vu un peu par hasard, comme souvent, quand je vais jusqu'au Donc, bout du danger. on est, pour nos auditeurs, mars 2004, Fallujah, Irak. Ouais, c'est ça. Et donc, je pensais qu'il y aurait... Bêtement, je pensais qu'il y aurait un checkpoint qui allait nous arrêter. Et en fait, il n'y avait pas de checkpoint. Et on a continué dans la ville jusqu'au moment où on était en effet les seuls occidentaux là. Et on a vu un cercle, et les gens étaient en train de brûler et couper et charcuter des corps. Et si vous voulez, sur le coup, c'est très... on objective, on écrit, donc, on se dit quoi? On se dit, il va falloir écrire un papier, ou il faut que je me sauve? J'ai peur. On se dit, Parce que vous auriez pu faire partie de ces gens-là. Mais on se dit, c'est très bizarre que personne ne s'en prenne à moi. En fait, on regarde autour et on se dit, mais pourquoi? Et après, donc, on est un peu... ouais, c'était assez étrange. Et puis après, le fait qu'on... Je ne suis pas restée très longtemps, parce que le fait qu'on soit spectateur, ça pose aussi des questions sur pourquoi on n'intervient pas. Ils étaient déjà morts et tout ça, mais bon, voilà, après oui, c'est des moments pénibles, enfin des moments épouvantables, en fait. Que vous gardez en tête. Allez-y. Je les avais occultés jusque, je vais vous dire, au moment de Boutcha en Ukraine. Et Boutcha en Ukraine, pour moi, ça a été un moment vraiment... Donc, rappelez pour nos auditeurs de quoi il s'agit. Donc, c'est des massacres... c'est des massacres commis par des Russes, ouais. par l'armée russe, dans une petite ville qui est tout près de Kiev, et où il y a eu vraiment on a retrouvé des centaines de corps suppliciés, il y avait des fosses communes,
on voyait des gens torturés dans des états Et vous vous souvenez de ce épouvantables. qui a été dit à l'époque? C'est faux. Hein? Les soutiens de Poutine en France, c'est faux. Bah oui, parce que maintenant, tout est sujet à caution. Ouais. Et même quand je dis... moi, j'ai pas encore réussi, vous voyez, à effacer toutes les photos de ces exactions dans mon téléphone. Je les ai encore. Et quand on me dit ça, parfois, j'essaye de montrer des photos. Mais même ça suffit De pas. Fallujah. Non, de Boutcha. Boutcha. Oui, parce qu'à l'époque, Fallujah, il n'y avait pas de photos dans les téléphones. Mais psychologiquement, on s'en remet ou pas? Je sais pas, je crois que je me remets de rien. On vit avec, quoi. On vit avec comme on vit avec la barbarie de notre époque. Et non, c'est difficile. Hein, C'est difficile. Et est-ce que vous vous êtes dit, et au sein de votre rédaction d'ailleurs, est-ce que vous avez dit, je prends des risques démesurés? Est-ce qu'au sein de votre rédaction, on vous a dit, il faut faire attention, peut-être qu'il ne faut plus y aller? Bah, c'était trop tard parce que quand on y est. Non, mais on est déjà... depuis. Ah, non, je crois pas. Non, c'est pas. Non, pas spécialement, non. Alors, cet incident, ce lynchage de Fallujah, il a donné lieu ensuite à une offensive américaine particulièrement meurtrière qui a coïncidé, et c'est vous qui l'écrivez, avec la radicalisation de la guérilla irakienne. Absolument. Précisément, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'au début, les salafistes ou les gens qui étaient proches des groupes d'Al-Qaïda et de ce qui deviendra après l'État islamique, les Irakiens, ils enviaient un peu la volonté, la détermination de ce qu'ils appelaient les Arabes, c'est-à-dire ceux qui venaient d'ailleurs. Et ils n'étaient pas prêts, par exemple, à faire des attentats suicides ou à découper les têtes. Voilà. Et c'est là qu'a été le point de tournant. C'est que la violence de cette réaction et le nombre des morts a fait qu'ils se sont aguerris et ils aspiraient à ça, hein, ils aspiraient à ce jusqu'au-boutisme et à cette violence. Mais c'est à partir de là que moi je la daterais. Mars 2004. Oui, et c'est à la suite de ça que j'ai rencontré des gens des décapiteurs, si vous voulez. Et alors justement, vous avez réalisé notamment une interview du bras droit de Abu Moussab El-Zarqawi, c'était le chef d'Al-Qaïda qui est mort depuis, hein. Quel souvenir vous en gardez de cette période et de cette interview? J'avais l'impression d'être dans un film d'abord parce que quand on est arrivé, il y avait une Donc, vous étiez où? Donc je suis partie de Bagdad et j'ai pris une voiture. Bon, évidemment, je vous passe ça met des mois à organiser ça, hein, d'aller dans l'antre vraiment d'où c'était l'antre où tout était dirigé, où la résistance à l'occupant américain, mais en gros quand même l'antre des terroristes s'organisait. Donc ça a pris des mois d'assurance, de contact avec X salafistes, X personnes. Bon. Et donc, mais quand je suis arrivée déjà dans la ville, il y avait un côté totalement électrique avec des djihadistes qui étaient en train de brandir des armes. On sentait qu'il y avait... que c'était une situation de guerre, mais un peu de guerre comme s'ils avaient tous pris de la cocaïne. Vous voyez, c'était très, très électrique, violent. Il n'y avait que des hommes en noir partout. Des drapeaux? Oui, bien sûr, des drapeaux noirs qui ressemblent exactement à ceux de Daesh maintenant. Donc là, j'avais l'impression d'être complètement dans une souricière, quoi. Ça, c'est clair. Et alors, de quoi sont faits ces hommes, ces bourreaux, ces assassins de masse? Ils sont dans une religiosité... Parce que je dis bien ces hommes, hein. Oui, bien sûr, c'est que des hommes. Ils sont dans une religiosité même si fanatique. Autour d'eux, il y a des femmes... Fanatiques. Avec moi, comme j'ai été leur invité, vous savez, il y a quand même des codes et tout, donc ils étaient assez sympathiques. Enfin, sympathiques. Ils mettaient les formes. Quand ils voient une femme, d'ailleurs, comment ils se comportent? Vous savez, j'étais une femme, mais j'étais entièrement voilée, donc je sais pas. Et puis, de toute façon, dans ces pays-là, quand vous êtes en position d'être journaliste et que vous avez une équipe, que vous dirigez un truc, vous n'êtes plus une femme. D'ailleurs, ils me l'ont tous dit. Même mes traducteurs me disaient, mais bon, toi, t'es pas une femme, t'es une journaliste, t'es une patronne. Quoi, ils savaient qui vous étiez ou pas? C'est-à-dire... Est-ce qu'ils savaient que vous étiez la fille de Jean Daniel, que vous étiez juif? Non, hein? non, bien sûr, non, hein? non. Non, là, je suis suicidaire, mais quand même. Non. Oui, donc ces hommes, ils vous accueillent, ils vous disent, la première phrase, c'est, mais pourquoi votre mari vous laisse faire ça? Si vous étiez chez nous... vous seriez à la maison. Vous seriez à la maison devant une télé, c'est quand même plus sympa. Pourquoi vous faites ça? Bon. Et puis après, ce qu'on voit, c'est en effet une religiosité, mais
une eschatologie presque enfantine, avec qui vous raconte des araignées, l'odeur magnifique qui sort des cadavres des martyrs, enfin voilà, toute leur vision est empreinte d'une naïveté confondante et aussi d'une grandiloquence. Donc on voit bien qu'ils sont quand même dans un autre monde. Alors, et le moment, pendant cette entrevue qui a duré quand même presque 1 heure, le moment où ils m'ont proposé de m'emmener voir la prochaine décapitation, enfin voilà, donc là je commençais vraiment à avoir un peu peur, et surtout le moment où j'ai très peur, c'est quand ils ont ramené des corps. Il y avait eu une échauffourée et il y a eu des gens qui ont été tués sous les balles américaines. Et là, ils ont ramené les corps, parce que l'entrevue a lieu dans une mosquée. Et donc, ils ont ramené les corps. Et là, il y a eu une violence tout d'un coup en me regardant. Là, j'étais plus la femme invitée à qui vous on étiez allait raconter. l'occidentale, hein, Oui, j'étais la l'occidentale française. sur laquelle potentiellement on pouvait se venger. Là, j'ai eu très peur. Alors, et vous avez été aussi journaliste embedded, c'est comme ça qu'on dit, hein, Oui. au sein de l'armée américaine. Vous en retenez quoi? C'était très intéressant parce qu'il n'y avait pas de filtre à ce moment-là, et donc on voyait des gens totalement démunis, en fait, qui avaient très peur. Je parle des soldats, bien sûr, qui ne savaient pas où ils étaient, parce que vous savez, ils renomment tous les lieux des... c'est pas Tikrit, c'est pas Bagdad, c'est Fob, Danger, Fob. Donc les gens ne savaient pas où ils étaient, un peu comme pendant la guerre du Vietnam, d'après ce qu'on peut lire. Et donc, ils ne comprenaient rien de ce qui se passait, en fait. Et ils étaient... voilà, on les envoyait faire des patrouilles comme des... enfin, il y avait vraiment... Est-ce qu'ils respectaient le travail de la journaliste que vous étiez? Oui, parce que pour eux, c'était très intéressant, et d'ailleurs, ils n'étaient pas très contents de mes papiers, parce que pour eux, c'était évident qu'on était du même côté. Alors que moi, j'étais là pour justement décrypter leur travail et analyser, et aussi souligner leurs fautes, et surtout la manière dont il y avait un côté un peu folie à la Marlon Brando, vous voyez, dans certains films sur le Vietnam, quoi. Parce qu'ils étaient non seulement déconnectés, mais aussi... enfermés, donc il y en avait qui tiraient au canon dans le désert. Enfin, c'était assez étrange. Et puis surtout, ils adressaient mal le problème, et on l'a vu par la suite. Le conflit en Irak a été très mal mené et très mal, avec des conséquences, à mon avis, assez graves. Je reviens sur le début de l'émission. Votre père, à l'époque, il était là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il vous disait? Il avait peur. Hein? Il avait peur. Il n'était pas... d'après ce qu'on m'a dit, il avait une forme quand même de respect pour ce que je faisais. Et en même temps, il trouvait que c'était un journalisme un peu... Casse-cou? Oui, un peu trop, un peu trop aventureux. Je pense qu'il aurait été aussi très content que je fasse du journaliste diplomatique à Washington, quoi. Il devait être fier de vous, hein, je suppose. Écoutez, on me l'a dit, je ne sais pas. Alors, donc, Afghanistan, Irak, Pakistan, Iran, c'est les pays parmi lesquels, dans lesquels vous avez travaillé, 4 pays que vous avez connus, qui ont été traversés ou travaillés par l'islamisme. Est-ce que l'islamisme agit partout de la même manière? Non, évidemment, il prend des formes nationales extrêmement différentes selon les pays. Mais si vous voulez que je souligne une des constances, c'est la manière radicale d'asservir la femme. Alors ça change pas, ça change nulle part. D'où ce que vous disiez sur le voile tout à l'heure. Oui. Ouais. Je pense que, voilà, c'est encore mon obsession, pardon, mais je salue, moi, tout le mouvement MeToo, sauf dans ses dérives, évidemment, quand on commence à accuser n'importe qui pour se débarrasser des gens ou pour se débarrasser de ses ennemis, évidemment. Mais autrement, évidemment que ça a apporté des choses incroyables. Maintenant, je ne comprends pas comment on n'adresse pas cette situation particulière pour une grande partie de la population, qui est la population des femmes, notamment musulmanes. Il faut un MeToo pour la femme musulmane. Y compris en France? Y compris en France, bien sûr. Quand vous voyez les dérives de l'islamisme en France, et quand vous avez vu ce que vous avez vu dans ces pays-là, qu'est-ce que vous dites? Il a été complètement emporté en France, on peut pas le nier. Enfin, je veux dire, il y a maintenant, dans certains quartiers, une police des mœurs, des gens qui surveillent... mais ça date pas d'hier, hein, ça date de Ni pute ni soumise déjà, elle le dénonçait. Ça s'est pas amélioré. Donc évidemment qu'il faut l'adresser partout. Autrement, on va finir par renier nos droits. Je pense que personne... Nos droits en général ou nos droits des femmes? C'est la même chose, en fait. Ouais. On ne peut pas sacrifier la moitié
de la population. Et Non, mais est-ce que vous dites ça particulièrement pour les femmes ou pour tout le monde? Hommes et femmes. là, je m'adresse particulièrement aux femmes Mhm. qui sont vraiment des sous-citoyens. Dans des ces quartiers, vous parlez de la France, là aussi. Oui, et on a importé cet islam-là. Vous savez, quand j'étais adolescente, il y avait un islam des Lumières, ou en Ouais. tout cas, on essayait de le faire émerger. Moi, je me souviens aussi de numéros spéciaux qu'on faisait avec mon père et de gens formidables que j'ai rencontrés, Abdelwahab Abdelwahab Medeb. Medeb, je pense justement à lui. Oui, quand vous dites et ça. toute une série de gens. Qui est parti depuis, mais on s'en souvient. Voilà. Mais c'est une époque révolue, c'est fermé. L'islam rigoriste a phagocyté l'islam normal, enfin l'islam ouvert et qui avait à l'époque. Donc il n'en reste plus qu'un, quoi. C'est dramatique. Et donc évidemment qu'il faut quand même être vigilant là-dessus. Et les gens de gauche et ceux qui sont sensibles à la question des femmes doivent étendre cette sensibilité à cette population. Alors vous étiez au Pakistan en 2002. Quand le journaliste américain Daniel Pearl a été pris en otage et assassiné par les membres d'Al-Qaïda parce qu'il était américain, mais aussi parce qu'il était juif, Daniel Pearl. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous êtes jamais dit que vous auriez pu subir ce sort, française et juive? Je me le suis dit, mais pas forcément en tant que Française, que femme ou que juive. Je me le suis dit tout court parce que c'est des gens ultra violents. Et je me souviens notamment, c'était après l'attaque d'Ouzbin, des Français en Afghanistan qui étaient tombés dans un guet-apens. Je crois que c'était 2007 ou 2008, je ne sais plus. Et en fait, j'avais pu retrouver les gens qui avaient fait le guet-apens et je les avais retrouvés au Pakistan, puisque souvent c'est lié Pakistan-Afghanistan. Ils étaient à Peshawar, dans une jolie maison. Voilà, et donc la discussion qu'on avait lancée était en effet... à chaque fois, je me dis, mais oui, il y a potentiellement un risque. Mais je vais vous dire, la violence est telle que je ne sais pas si... ça a peut-être changé ça depuis le 7 octobre. Maintenant, les Juifs, je pense, et même les Juifs journalistes sont peut-être devenus plus une cible qu'avant encore. On en reparlera le 7 octobre. On parlera de tout ça. On s'habitue... Vous allez dire, je vous repose toujours les mêmes questions, à ces guerres, à ces horreurs. Est-ce que, surtout, on peut espérer, est-ce qu'on peut croire en l'homme quand on a vu tout ça? Et en l'humanité, en l'humanisme? Ça dépend si on est pessimiste de nature, ce que je ne suis pas forcément, mais en tout cas, je pense que je suis réaliste. On sait que l'homme a tous ses penchants, a toutes ses dispositions. On sait que l'homme est un loup pour l'homme, voilà. Mais en même temps, ce qui sauve du désespoir absolu dans ce contexte, c'est le fait qu'on rencontre des gens, à chaque fois des héros, des gens extraordinaires, des gens qui... Des justes. Des justes, et des gens aussi d'un courage inouï, qui au nom d'idéaux... comment on peut... C'est ça qui est formidable, c'est comment on peut conserver un idéal quand il n'y a plus rien. Où est-ce que vous avez rencontré ces justes? En Iran, par exemple? Vous êtes allé en Iran, vous avez partout, vu des gens? Non, le dernier souvenir que j'ai, c'est en Irak. Parce que justement, lors de cette bataille de Falloujah, il y avait quand même des médecins irakiens qui, au péril de leur vie, allaient tout le temps sur le front et voyaient des gens mourir partout. Mais ça peut être aussi dans le camp palestinien de Yarmouk en Syrie. Là, c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été tués par Assad. Absolument. Et le Hezbollah. Oui. Oui. Il faut le rappeler. Oui, absolument. Et ça a suscité quand même beaucoup moins d'émotions, on va dire, que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est aussi triste, mais là, à ce moment-là... Tout le monde s'est tué. Les gens se sont tués, oui. Mais là, il y avait aussi un Palestinien qui restait un ami, un homme extraordinaire qui essayait de ramener des familles entières et de les faire sortir au péril de sa vie. Donc, ces gens-là, il y a des gens magnifiques partout. Et ça, c'est un peu ce qui donne confiance en l'humanité quand même. Et envie de continuer à faire ce que vous faites, je suppose. Oui. De rencontrer ces gens. Oui, parce qu'on se dit quand même... d'échanger avec ces gens. Et puis on se dit quand même, c'est illusoire, et bien sûr, on peut pas... Mais on se dit que peut-être on peut changer une petite chose, un petit... un petit... À la marge, à un moment, il y a peut-être une prise de conscience ou une indignation qui fait que tout d'un coup, ça fait écho. Malraux, il disait, les gens que j'aime le plus sont ceux qui font la guerre sans l'aimer. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dirigeants aujourd'hui qui font la guerre en l'aimant? En fait, je vais vous dire, il y a surtout des dirigeants qui sont sauvés par la guerre.
On voit que Poutine, il est sauvé c'est son bâton de salut, quoi. C'est ça qui le sauve finalement d'une chute de son régime. Donc c'est des courses en avant. Est-ce qu'on peut se dire ça aussi pour Netanyahou, qui aussi. C'est ce que disent une partie des Israéliens. C'est ce que disent une partie des Israéliens. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des gens qui s'accrochent à la guerre parce que, mais ça de tout temps, ça a été comme ça. Après, est-ce qu'ils l'aiment profondément? Est-ce qu'ils aiment voir leur population décimée? Ils sont peut-être indifférents. Poutine. Oui, on a l'impression en tout cas que lui, il est complètement indifférent. Je dirais pas la même chose de Netanyahou, avec les critiques qu'on peut mettre à son égard, mais je dirais pas la même chose de lui. Oui, sans doute. Après, bon, c'est vrai que, en tout cas, enfin, c'est difficile à dire, mais il y a des gens il y a des dirigeants aujourd'hui qui se jettent à corps perdu dans les guerres et dans les dissensions parce que ça les sert. C'est aussi le cas de l'Iran, c'est le cas de. Alors, le Liban, vous y étiez mi-septembre, juste avant l'opération Bip Bip. Hein, juste avant et pendant. Et pendant. Et un Liban, alors, sous l'emprise de Hezbollah, beaucoup plus qu'aujourd'hui. 1 mois et demi après, c'est plus le même Liban. Et puis, comment vous avez vécu ce qui s'est passé au Liban quand vous y étiez, à Beyrouth? Puisque vous étiez dans le quartier chiite. Oui. Bah, écoutez, vous avez fait, je dis pour nos auditeurs, ils peuvent le retrouver, un superbe papier, un superbe dossier sur cette semaine, je crois, ou ces 10 jours que vous avez passé là-bas. Oui, parce que mon but, c'était donc d'approcher la communauté du Hezbollah et des chiites de manière plus globale, et puis de faire un voyage dans le Hezbollah Land du quartier sud de Beyrouth jusqu'à Daria, Darrié, ouais. Jusqu'à la frontière, jusqu'au-delà du Litani, c'est Liban. La frontière avec Israël. Écoutez, c'était très intéressant parce qu'on sentait aussi que déjà, il y avait une partie des chiites qui se dégageait du Hezbollah. Il y a beaucoup de réfugiés qui m'ont dit, quand le 7 octobre est arrivé, on savait que c'était nous qui allions manger la poussière. Qui allait avoir. Oui, parce que le Hezbollah, donc il faut le rappeler, a déclaré la guerre le lendemain. Le 8 octobre, des dizaines, des centaines de missiles envoyés sur Israël. Voilà, c'est ça. Roquettes. Donc, ils commençaient à en vouloir un peu au Hezbollah de se lancer dans une guerre. Et ils vous disaient quoi? Que c'était pas leur guerre. Et alors après, l'opération Bip Bip? Après l'opération Bip Bip, ça dépendait qui. Il y avait évidemment les chiites et notamment les gens proches ou en cercle concentrique, pas trop loin du Hezbollah, ils avaient peur pour eux et ils subissaient quand même les bombes israéliennes. Donc là, il y a un peu plus de distance, la critique est moins facile. La guerre, ça rassemble aussi les camps. Et surtout, ce qui se passait... en fait, ce qu'ils m'ont dit et qui était très audible, c'est que disaient les chiites, c'est où est-ce que nous, on va aller? On est une communauté qui va... Alors, donc si on a vu que certains sont allés vers la Syrie, d'autres vers le nord. Enfin... Oui, mais ils avaient peur qu'à l'intérieur du Liban, les autres communautés les rejettent. La guerre civile, quoi. De la guerre civile, absolument. Et alors, est-ce juste de dire que le Hezbollah, c'est le cancer de la société libanaise, le Hezbollah? Plus globalement, le cancer de la société libanaise, c'est tout... ces oligarques, qu'on peut appeler ces oligarques, ces pater familias, qui de père en fils et de père en fille perpétuent un pouvoir, s'arrogent l'argent de la communauté et en fait ont vidé le Liban de son état national. Enfin, on fait que le Liban est à nouveau fragmenté. Alors, il se trouve que le Hezbollah, c'était le pire d'entre eux, puisque c'était le seul qui était armé, puisque c'est le seul qui a gardé, malgré les accords de Taïf, les armes. Donc, ils ont un pouvoir et une puissance que personne d'autre n'a. En tout cas, ils avaient, puisque cette semaine, le ministre israélien de la Défense a dit qu'ils n'ont plus que 20% des capacités militaires qu'ils avaient avant le début de la guerre. Écoutez, si c'est ça, je pense que chaque Libanais, à part vraiment les pro-Hezbollahi, s'en réjouira quelque part. Mais si vient après un État libanais fort, avec une armée forte, qui impose des choses. Absolument. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment le moment, là, pour Israël, d'arrêter sa guerre. Si le Hezbollah n'a plus que 20% de sa puissance, il faut l'arrêter pour ne pas continuer à disloquer l'esprit national libanais. Et donc, pour pouvoir éventuellement, puisqu'on en a parlé ces jours-ci aussi, cette semaine, peut-être un accord de paix avec le Liban. Absolument. Oui. Pourquoi pas. 1 an après le 7 octobre, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Où en sommes-nous? Où en êtes-vous, Sarah Daniel? Un peu plus d'1 an après le 7 octobre.
Écoutez, moi, après... Le 7 octobre, comment vous l'avez vécu? Ouais, le 7 octobre, c'est une bonne question. J'ai été... Vous, en tant que femme, d'ailleurs, puisque vous parlez de la situation de la femme dans ces pays, il y a eu les viols dont peu d'organisations féminines ont parlé. Moi, après le 7 octobre, ça devrait pas être le cas dans le métier que je fais, mais j'ai été tellement sidérée que j'arrivais plus à m'exprimer. Parce que si vous voulez, c'est tous les cauchemars auxquels on pouvait s'attendre qui ont pris corps le jour du 7 octobre. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'était de par la barbarie de ce qui s'est passé et puis du fait que plus personne, plus aucun camp n'avait d'empathie pour les enfants de l'autre camp, et ce qui est vraiment, à mon avis, la définition juste de la barbarie. Ce que disait Golda Meir, hein, Exactement. j'en veux pas aux dirigeants arabes de tuer nos enfants, mais de nous obliger à tuer les leurs. Absolument. 73, hein, ouais, plus de 50 ans. C'est ça. Il y a ça, et puis 72. Après, il y a l'empathie pour le... Et là on l'a très bien vu. À chaque fois, c'est terrible ce qui s'est passé le 7 octobre, mais... Et dans l'autre sens aussi, en fait. C'est à la fin, on occulte la souffrance de l'autre ou l'horreur de ce qu'a vécu l'autre parce que au nom d'une cause qui prend le pas. Donc moi, j'ai été totalement sidérée. Et puis c'est aussi comme si pour les gens quand même de gauche, enfin je sais pas, la gauche a tellement évolué, je sais pas si encore je peux me définir comme quelqu'un de gauche, mais en tout cas les gens issus de la gauche, on peut dire. Oui, ou sociodémocrates, ou en tout cas en tout cas pour la question israélo-palestinienne, qui sont pour la paix, pour une solution à deux États, qui pensent que c'est une condition sine qua non de cohabiter. Et ben là, c'était comme si un peu on nous avait mis, on nous avait acculés parce qu'on était obligé de se défendre non plus. Quand vous dites on, c'est-à-dire cette gauche-là, dont je parle. Comme si on nous avait un peu acculés, comme si on pouvait plus presque avoir un discours humaniste, parce que... Non, mais cette gauche-là qui a acculé qui? Quand vous dites nous a acculés, a acculé qui? Ah, la situation, le 7 octobre, ça nous a acculés à ne pas reconnaître l'autre, parce que la violence de l'antisémitisme, qui n'était plus seulement un antisionisme ou un questionnement de la politique d'Israël, c'était devenu tout d'un coup un déchaînement, voilà, comme au temps de la Shoah. Comme au temps de la Shoah, contre les Juifs. Et tout ça faisait corps aussi avec un antisémitisme qui est né aussi des banlieues et des... On va en reparler, mais un mot sur l'Iran. Vous avez fait plusieurs séjours en Iran. Il est possible peut-être que vous y retournez, je ne sais pas. J'espère, il m'accorde le visa. Si vous accorde le visa. Est-ce qu'en menant cette guerre, Israël contre le Hamas, le Hezbollah, en répondant à l'Iran, est-ce qu'Israël ne fait pas le sale boulot que les Occidentaux n'ont pas fait contre le terrorisme et contre le régime des mollahs? Est-ce que certains le disent? Donc, comment vous jugez ça? Et est-ce qu'on peut laisser, puisque vous connaissez aussi... Ils n'ont pas fait le sale boulot, puisqu'on le fait toujours pas dans nos pays. Ouais. Non, mais Israël, par rapport à ce qui se passe... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Ouais. Israël, il s'est défendu. Ouais. Il s'est défendu contre deux acteurs qui lui avaient porté des coups. Et donc, mais nous, on est encore dedans, si vous voulez. On n'a pas terminé avec ça. On n'a pas terminé. L'Iran, est-ce que vous connaissez, donc je répète l'Iran, on peut laisser l'Iran... avoir la bombe atomique ou pas? Une arme nucléaire? Ça, c'est une question compliquée, mais de toute façon, la communauté internationale n'est pas pour. Elle essaye par cet accord... Mais ça fait 10, 15, 20 ans. Hein? Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même Trump qui a dénoncé l'accord. Là, l'administration Biden est en train... On n'a pas parlé des États-Unis, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais le 5 novembre, il peut se passer quelque chose, un tournant dans cette région du monde, en fonction du résultat des élections américaines. Oui, bien sûr. Moi, je trouverais assez sain que l'Iran n'arrive pas jusqu'à la bombe atomique. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut l'empêcher, parce qu'en effet, ça va multiplier évidemment toute une stratégie nucléaire dans la région. L'Arabie Saoudite aura évidemment envie de l'avoir. Donc, ça sera une catastrophe mondiale. Votre père, on revient à votre père, Sarah Daniel. On sait que votre père, Jean Daniel, était très engagé du côté de la paix israélo-palestinienne. Comment il aurait réagi au pogrom du Hamas du 7 octobre? C'est ce que j'étais en train de vous dire sur la manière dont j'ai réagi, mais qui est nourrie aussi des discussions que j'ai pu avoir avec lui, où je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, ce qu'il y a d'épouvantable, c'est
la salaficisation ou l'imposition d'une religiosité bigote et extrémiste sur une question de défense nationale. C'est-à-dire que là, on est dans la pire des configurations. Vous avez des gens vraiment pour lesquels la vie n'a pas d'importance, qui pensent que c'est la vie après la mort qui sera plus importante. C'est le culte de la mort, le culte de la mort. C'est le culte de la mort. Et de l'autre côté, vous avez aussi un gouvernement israélien qui est de plus en plus bigot et tenu par des gens très, très... Vous pensez à Smotrich et Ben Gvir, notamment. Voilà. Donc, lui, il aurait été désespéré parce qu'il aurait vu ses pires cauchemars prendre forme. Et comment, par rapport à ce que vous disiez, antisémitisme, il voit ce qui se passe le 7 octobre. Il voit aussi, depuis le 7 octobre, les conséquences en France du 7 octobre, avec une montée exponentielle de l'antisémitisme. D'ailleurs, un point de détail, comme dirait l'autre. 2018, à l'Obs, vous avez tiré la sonnette d'alarme dans un dossier de l'Obs sur ce que vous avez appelé à l'époque les nouvelles haines antisémites en Europe. Alors pourquoi a-t-on laissé prospérer ce nouvel antisémitisme, celui dont vous parliez tout à l'heure, venant des banlieues, des quartiers, cet antisémitisme arabo-musulman depuis le début des années 2000 ? Parce que la gauche, qui traditionnellement aurait dû lutter pour faire contre l'antisémitisme, il y a vu, je pense, pour certains, pour la plus radicale d'entre elles, une aubaine électorale, en se disant qu'elle allait remplacer sa base un peu d'ouvriers ou prolétaires par les musulmans et les masses musulmanes. Les masses musulmanes. Ça, c'est la première chose. C'est Mélenchon. C'est Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Et puis la volonté de ne pas... Et puis le refus de voir la situation en face, de s'arc-bouter sur le fait que l'extrême droite avait été traditionnellement l'apanage de l'extrême droite, et donc de ne pas vouloir reconnaître qu'il y avait vraiment une montée Est-ce que vous voulez dire que jusqu'à présent, l'antisémitisme était l'antisémitisme de l'extrême droite, et depuis le début des années 2000, avec la première intifada, beaucoup à gauche ont refusé de voir que l'antisémitisme venait des quartiers, des banlieues. Oui, la première intifada, mais pas que. Il ne faut pas que politiser cet antisémitisme-là. Il y a un vrai antisémitisme de certaines populations musulmanes. C'est ce que disait Bensoussan, et puis il a été très critiqué par rapport à ce qu'il a dit. Absolument, c'est vrai. Dans ce dossier de l'Obs de février 2018, vous avez fait parler Delphine Orvillers. Elle se demandait pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs ? Pourquoi singulièrement depuis le 7 octobre 2023 n'aime-t-on pas les Juifs ? Parce que je pense que maintenant le Juif est le nom de quelque chose de plus vaste. Il a symbolisé la colonisation. Il est devenu le bouc émissaire de tout ce qui est à abattre: colonisation, occidentalisme, capitalisme. Et, c'est l'antisémitisme de gauche d'avant l'affaire Dreyfus. Oui, sauf qu'il est aussi plus... Ou de l'affaire Dreyfus. Oui, mais il est aussi presque plus populaire aussi. C'est vraiment... c'est tout ce qui est mouvement indigéniste d'Ouria Boutelja. Maintenant, voilà, le juif est celui qui a voulu trop s'assimiler et qui est devenu plus blanc que le blanc. Plus blanc que le blanc. Et votre père, donc je reviens à votre père, Jean Daniel, il dirait quoi aujourd'hui ? Lui qui vient de la gauche, par exemple, il a connu Mélenchon. Il a fréquenté Mélenchon. Mélenchon ne l'aimait pas beaucoup, d'ailleurs. Et qui aimait pas ? Mélenchon n'aimait pas votre père, ou votre père n'aimait pas ? Mélenchon a passé son temps à insulter mon père. Insulter votre père parce qu'il était social-démocrate et peut-être trop proche de Mitterrand par rapport à... Sans doute. Donc il y avait des... Voilà. Donc cette dérive antisémite de Mélenchon, on sait tout ce qu'il a fait comme déclaration avec ses amis depuis le 7 octobre et même avant. On trouve des déclarations sur Pierre Moscovici 2013. Qu'est-ce qu'il dirait votre père de ça ? Est-ce qu'il serait toujours de gauche ? Je pense qu'il tirait comme moi le constat du fait que être le juif aujourd'hui a pris ce caractère symbolique dans une lutte qui se dessine vraiment entre l'Occident et un autre groupe qui est en train d'émerger. On le voit même de manière géopolitique, un groupe tiers-mondiste et qui est c'est pour ça qu'on explique qu'on peut expliquer l'ampleur de cet antisémitisme qui est absolument alarmant et consternant. Ça veut dire que votre père
Jean Daniel, hein, il ne se reconnaîtrait pas dans cette gauche mélenchoniste, mélenchonisée. Ouais, il s'y est jamais reconnu. Je Oui, vois mais pourquoi bon, ça serait le cas parce maintenant. qu'on voit comment elle a évolué aujourd'hui. Mélenchon est majoritaire à gauche aujourd'hui. Hein. Bah oui, non, Donc, il serait resté comme il a été toujours social-démocrate et avec une médiété qui n'est pas du tout celle de l'hystérisation des problèmes et surtout de la sollicitation électorale d'une partie de cet électorat-là, non, bien sûr. Et pourquoi ? Parce que la classe politique, entre guillemets, que votre père a connue, celle d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec. Hein, non, elle n'a plus rien à voir avec. Il n'y a plus les mêmes consciences, les mêmes Elle n'a plus rien à voir avec. Et si vous prenez même le fait que le président Emmanuel Macron ne soit pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme, ça pour moi, ça a été un moment quand même assez déterminant et grave. Et on arrive à la fin de l'émission et les dernières déclarations sur la barbarie d'Israël, les ventes d'armes qui voulaient empêcher Israël, le fait qu'il a amené avec lui Bellatar au Maroc. Oui, qu'est-ce que ça dit de lui ? Parce qu'il essaye toujours de pousser un coup à droite, pousser un coup à gauche, sans vraiment être dans une cohérence de médiation. C'est ça qu'il faut tenir. C'est ça en ce moment qui est le plus dur et la position la plus enviable, la plus exigeante en fait. C'est d'être au milieu, mais c'est pas d'être un coup avec les extrêmes antisémites et un coup avec les extrêmes. En fait, Emmanuel Macron aime surtout. Et surtout du côté des Juifs et d'Israël, quand ils se prennent des coups, quand ils sont en état de faiblesse et quand ils se défendent, alors là, c'est plus compliqué. Et beaucoup sont comme ça. Merci en tout cas, Sarah Daniel, d'avoir accepté cette invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.